Comme vous pouvez sûrement le deviner d'après le nom, le subreddit Dead Redditors est un endroit où l'on annonce la mort de membres de Reddit. Dans cet épisode consacré au subreddit troublant et controversé, nous allons jeter un œil à certaines des nécrologies publiées ici, ainsi qu'aux comptes et aux histoires des personnes décédées. Des personnes qui sont décédées après avoir documenté leur maladie, à d'autres qui sont mortes soudainement dans des circonstances plus néfastes. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder aux vidéos complètes et à d'autres avantages. Ou laissez-moi un pourboire avec le bouton « Merci » sous cette vidéo. Merci à tous ceux qui y penseront. Cette vidéo portera sur la mort et abordera différentes causes, allant de maladies terminales au meurtre. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour devenir membre Ko-fi et regarder une version non coupée et sans publicité de cette vidéo qui comprend une entrée supplémentaire jugée trop explicite pour cette version. Je suis en vie, mais plus pour très longtemps, pourtant je ne vis pas vraiment. C'était le dernier commentaire de Vika sur le subreddit Dermatillomania, destiné aux personnes souffrant de grattage compulsif de la peau. Selon une ancienne publication où elle mentionnait son âge, elle avait environ 31 ou 32 ans lors de ce commentaire. Vika publiait principalement sur sa santé qui semblait beaucoup la préoccuper. Comme vous l'avez sans doute deviné d'après le subreddit où elle a commenté, elle souffrait de dermatillomanie. Bien qu'elle n'ait pas d'autres diagnostics précis, divers symptômes l'inquiétaient et elle craignait qu'ils révèlent un problème grave. Elle publiait souvent des photos de ses selles sur des subreddits médicaux, inquiète de leur apparence, craignant qu'il y ait du sang ou des parasites. Elle a publié des photos d'un bouton persistant sur son sein et d'une tache brune sur son cou, demandant si cela pouvait être un cancer de la peau. À un moment donné, elle a demandé si elle pouvait attraper une verrue ou une infection à l'œil en grattant une verrue sur son pied et qu'un peu de tissu soit projeté dans son œil. Une autre fois, elle a oublié de changer sa serviette hygiénique pendant 13 ou 14 heures et a demandé sur le subreddit des règles si elle risquait un syndrome du choc toxique, une infection urinaire ou une maladie inflammatoire pelvienne. Elle avait eu divers rendez-vous médicaux et examens pour un large éventail de symptômes comme des biopsies, des coloscopies et des analyses de sang. Un commentaire en novembre 2021 a énuméré certains des examens qu'elle avait passés et les résultats, je cite. « J'ai eu ma première méléna en décembre 2020, coloscopie en janvier 2021, normale. Capsule endoscopique en mars 2021, visibilité médiocre, mais toujours considérée comme normale. Gastroscopie en septembre 2021, gastrite chronique, imagerie par résonance magnétique abdominale en septembre 2021, divisome pancréatique. Les médecins refusent de m'aider alors que j'ai des selles méléniques chaque semaine. » En relisant l'historique de ces messages sans connaître la fin de son histoire, on pourrait se demander si elle souffrait d'un trouble anxieux lié à la maladie, ou l'on craint une maladie grave ou mortelle malgré peu ou pas de symptômes. Bien que Vika semblait présenter certains symptômes potentiellement importants, d'où la nécessité d'examens médicaux, elle paraissait très paranoïaque à l'idée de tomber malade avant même d'avoir des symptômes. Par exemple, lorsqu'elle a demandé la probabilité de contracter un syndrome du choc toxique. Elle a également mentionné à plusieurs reprises que les médecins ne voulaient plus l'aider, ce qui laisse peut-être entendre qu'ils avaient fait tous les examens possibles et n'avaient rien trouvé de potentiellement mortel. Je ne suis pas médecin et même si je l'étais, ces seuls posts Reddit ne suffiraient trop à poser un diagnostic. Cependant, comme elle mentionne souffrir d'anxiété depuis toujours, une forme d'anxiété liée à la santé pourrait être en cause. Cela ne veut pas dire qu'elle ne souffrait pas aussi d'un grave problème de santé physique
et elle l'a confirmé dans l'un de ses derniers commentaires sur Reddit. Vika avait publié un message sur le subreddit consacré au sel en novembre 2021 avec une photo de ces sels très foncés, demandant « Les myrtilles peuvent-elles rendre les sels aussi foncés ou noirs ?» Elle est allée chez le médecin le lendemain et a donné une mise à jour en commentaire. « Je suis allée chez le médecin. Il m'a envoyé aux urgences, mais ils m'ont encore renvoyé chez moi. La situation n'est pas alarmante. Putain, j'ai eu 4 mois de Malina hier et une horrible douleur abdominale. Si tu saignes plus, on pourra revérifier ton taux d'hémoglobine. Ils ont refusé de prescrire un scanner abdominal ou une gastroscopie. Je n'en peux plus. Je sais maintenant que je vais bientôt mourir, sûrement d'un cancer. » Quelques mois plus tard, une autre utilisatrice a commenté en demandant si elle avait vu un nouveau médecin et elle a répondu que c'était un cancer du pancréas et qu'il n'y avait rien à faire. 7 mois plus tard, elle a laissé entendre qu'il lui restait peu de temps, puis plus aucune activité sur son compte. Le 23 novembre 2023, il y a eu une publication sur le subreddit du redditor décédé intitulé Requiescat in pace Vika. Elle a vainement cherché des solutions à ses problèmes de santé sur Reddit. Je ne la connaissais pas, mais j'ai vu un de ses messages il y a longtemps sur ses problèmes de santé. Elle en avait plusieurs et les médecins avaient pareil presque abandonné son cas. Elle pensait avoir un cancer, allait mourir bientôt et rester sans réponse. Un jour, elle a posté un commentaire disant qu'elle avait finalement été diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Sa dernière activité sur Reddit a été ce commentaire. « Je suis en vie, mais pas pour longtemps, sans vraiment vivre. » C'était en mars. N'ayant pas eu de réponse à ceux qui demandaient si elle était là, je suppose qu'elle est décédée. Repose en paix, Vika. Donc, la mort de Vika n'a pas été confirmée de façon définitive, mais vu sa soudaine inactivité sur Reddit et son absence depuis presque 1 an et 8 mois maintenant, il semble probable qu'elle soit décédée. Le cancer du pancréas est l'un des plus mortels et progresse rapidement. Souvent diagnostiqué tard, le taux de survie reste faible, seuls 10% survivent 1 an ou plus après le diagnostic et 1% survivent 3 ans ou plus si le cancer s'est propagé à une autre partie du corps. Étant donné que Vika présentait des symptômes depuis un certain temps avant d'être diagnostiquée, il ne serait certainement pas surprenant qu'elle ne survive pas longtemps après son diagnostic. Cependant, si vous cherchez son nom d'utilisateur sur Google, vous trouverez quelques autres comptes de réseaux sociaux sous le même nom qui sont toujours très actifs, avec des publications datant d'il y a seulement quelques jours. L'orthographe précise de son nom d'utilisateur est assez obscure, donc je serais surprise que ce soit quelqu'un d'autre avec le même nom et exactement la même orthographe. Cela pourrait être un ami ou un membre de sa famille qui a repris son compte après sa mort, mais il n'y a aucune mention de cela nulle part, donc je me demande si elle est toujours en vie. J'ai évoqué la possibilité d'une sorte de trouble lié à l'anxiété de santé, et cela pourrait sembler plus plausible maintenant si Vika est toujours en vie. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle a menti sur le fait d'avoir un cancer, même si elle est passée de « je pense que j'ai un cancer » à « il s'est avéré que c'était un cancer ». Peut-être qu'un médecin a évoqué la possibilité d'un cancer et qu'elle a imaginé le pire, croyant sincèrement qu'elle en avait un, ou peut-être qu'elle a été diagnostiquée. J'espère vraiment que c'est le cas et qu'elle va mieux maintenant, mais il est aussi possible qu'elle ait réellement eu un cancer et qu'elle soit encore en traitement. Elle a dit qu'il n'y avait rien à faire, mais cela venait peut-être de ce qu'elle ressentait plutôt que de ce qu'un médecin lui avait réellement dit. Comme indiqué, le pronostic du cancer du pancréas est mauvais, mais jusqu'à 10% des patientes diagnostiquées guérissent après traitement, il y a donc de l'espoir. Si le cancer avait été détecté avant sa propagation, Vika aurait probablement survécu, même sans guérison. Au final, nous n'avons vraiment aucune idée de la situation, donc je vous demande de ne pas essayer de contacter Vika sur Reddit ou ailleurs.
Reddit paraît être le seul lieu où elle a évoqué ses soucis de santé. Elle a choisi de ne plus y poster. Merci de respecter son choix. Charlotte Angie, de son vrai nom Carole Mertez, était une actrice italienne ayant joué dans plusieurs vidéos pour public averti. Elle a commencé à publier sur Reddit en septembre 2021 pour promouvoir son compte OnlyFans, qu'elle a créé après avoir perdu son emploi à cause du Covid. Elle est rapidement devenue très populaire et a déménagé de sa ville natale à Milan où elle aurait plus d'opportunités. 4 mois après avoir créé son compte Reddit, elle a soudainement cessé de voir ses proches et supprimé la plupart de ses comptes sur les réseaux sociaux. Sa famille recevait souvent des messages disant qu'elle était à l'étranger pour le travail et comptait bientôt quitter l'industrie du film pour adultes. Mais quelque chose semblait étrange, car elle refusait de prendre des appels et finalement, des semaines passèrent sans que personne n'entende sa voix, encore moins la voix en personne. Quelques semaines plus tard, un homme vit une main sectionnée dépassée d'un sac plastique noir sur une route de montagne à 2 heures de Milan. Il l'a signalé à la police, qui a finalement retrouvé une quinzaine d'autres morceaux du corps de la femme éparpillés, y compris une tête qui avait été complètement brûlée. Ces parties du corps comptaient 8 tatouages au total. Des photos de ces tatouages ont circulé dans la presse et en ligne, et la famille de Charlotte a remarqué leur ressemblance avec certains des siens. Ils lui ont envoyé un message et ont reçu une réponse. Ces tatouages ressemblent aux miens, mais heureusement, je vais bien. Inquiets, mais convaincus qu'elle devait être en vie puisqu'elle répondait aux messages, ils n'ont pris aucune autre mesure. Ce n'est que lorsque Charlotte ne s'est pas présentée dans un club de danse où elle devait se produire qu'une fan a décidé de signaler sa disparition. Une journaliste, suspicieuse après avoir remarqué que les tatouages de la victime correspondaient à ceux de Charlotte, l'a contactée sur WhatsApp en mentionnant la victime du meurtre. Elle a répondu « Plusieurs personnes m'ont parlé de cette fille. Heureusement, je vais bien. » Puis elle est soudainement devenue silencieuse lorsqu'il lui a demandé d'envoyer un message vocal pour prouver que c'était vraiment elle qui lui parlait, et c'est à ce moment-là qu'il a contacté la police. Un test acide désoxyribonucléique a été effectué sur les parties du corps et il a été déterminé que la victime était Charlotte. Alors, qui envoyait les messages de Rouen ? La police a reçu des informations selon lesquelles Charlotte avait eu une relation avec son voisin de 43 ans, David Fontana. Lors du premier interrogatoire, il a affirmé connaître Charlotte sans rien savoir de sa disparition ou de son meurtre, suggérant qu'ils étaient de simples connaissances. Au cours de l'enquête, la police a trouvé des images de vidéosurveillance montrant les deux se rencontrant et en fouillant la maison de David, ils ont découvert des sacs en plastique noir qui semblaient correspondre à ceux dans lesquels les parties du corps de Charlotte avaient été retrouvées. Après avoir été confronté aux preuves, David a finalement avoué et expliqué que Charlotte était venue chez lui le 20 janvier, qu'ils avaient décidé de jouer à une sorte de jeu dans la chambre impliquant un marteau et qu'il avait fini par perdre son sang-froid et l'avait tué. Je ne comprends pas comment on peut perdre son sang-froid et tuer quelqu'un avec un marteau, mais heureusement, le jury n'a pas été indulgent. Il a filmé le jeu avec son téléphone et la police a pu récupérer les images. Après le meurtre, il l'a découpé et a conservé les morceaux dans un congélateur chez elle pendant environ 2 mois, tout en continuant sa vie normalement, répondant aux messages envoyés par les amis et la famille de Charlotte et allant même jusqu'à payer son loyer pour donner l'impression qu'elle était toujours en vie. Après quelques semaines, il a mis les restes dans des sacs et les a abandonnés à des heures de route. Ilapras a été condamné à 30 ans de prison. Le 29 mars 2022, un message a été publié sur Dead Redditors intitulé Requiescat in Pace, Charlotte Angie, victime de meurtre. Il disait « C'était une actrice italienne à Milan, assassinée par son voisin en janvier 2022. » Le gars chauve que vous pouvez voir sur son profil dans certaines de ses vidéos, nommé David Fontana. Il l'a tuée, l'a mise dans son propre congélateur pendant 2 mois, puis a découpé son corps en 15 morceaux et l'a jeté sans ménagement dans la montagne dans 4 sacs poubelles.
Retrouvée par des habitants qui nettoyaient périodiquement la région des déchets laissés par les touristes, elle a laissé derrière elle un fils de 5 ans qui, heureusement, vivait ailleurs avec son père. Il ne semble plus y avoir de publications sur le compte Reddit de Charlotte qui mentionne David, mais bon nombre de ces messages ont été supprimés. Donc je me demande si les modérateurs les ont retirés après avoir appris ce qui s'était passé. Je ne peux pas confirmer avec certitude que c'est le cas, mais étant donné qu'ils étaient en train de filmer une vidéo juste avant qu'ils ne la tuent, cela ne serait pas surprenant. Le dernier commentaire Reddit de Charlotte a été publié le 30 décembre 2021, à peine 3 semaines avant son meurtre. Locodo101 était un utilisateur qui, pendant ses quelques mois d'activité sur Reddit, postait assez fréquemment dans une variété de subreddits. Son compte a été créé en novembre 2017, mais il n'a commencé à publier qu'en septembre 2019. Il semble qu'il s'intéressait aux jeux vidéo, à l'art et à l'animé, et il postait aussi de temps en temps sur NoSleep, un endroit pour des histoires effrayantes fictives, et peut-être plus notablement sur Lolitari, qui selon la description est, je cite, une force anti-lolicon et anti-pédophile dédiée à la protection, la sécurité, le bien-être et la défense de tous les enfants, réels et fictifs. Nous nous engageons à la destruction et à l'abolition du lolicon et des pédophiles, ainsi que de ceux qui les soutiennent. Ce subreddit a été créé en septembre 2018 et compte environ 34 000 membres, mais il n'est pas particulièrement actif, le post le plus récent datant d'il y a 3 mois. Le 10 février 2020, seulement 5 mois après que Locodo soit devenu actif sur Reddit, un post a été publié sur Dead Redditors par l'un des modérateurs de Lolitari, intitulé Recently Locodo on 01. Il disait « J'ai été informé par le frère de Locodo 101 qu'il est malheureusement décédé récemment, percuté par un conducteur ivre alors qu'il était à moto. Son frère m'a demandé de commémorer son compte, c'est ainsi que j'ai découvert ce subreddit. Je n'étais peut-être pas l'une des amies de longue date de Locodo, mais j'ai toujours pu voir que c'était un homme bien et responsable. Il soutenait beaucoup la littérature juridique et ne la laissait pas prendre le dessus sur ce qu'il devait faire dans sa vie personnelle. Il a été l'un des premiers agents avec qui j'ai personnellement travaillé dans ses démarches et c'était toujours très agréable de collaborer avec lui. Il était gentil, simple et son aide a été précieuse durant le temps où j'ai travaillé avec lui. Où qu'il soit maintenant, j'espère qu'il repose en paix et j'ai hâte au jour où je pourrai le remercier directement pour tout. Ces publications comptent parmi les plus bouleversantes du subreddit. Toutes autres sont tragiques et effrayantes à leur manière, mais il est facile de se détacher quand on entend parler de quelqu'un qui a été brutalement assassiné et de se dire que cela ne pourrait jamais nous arriver. Bien sûr, ce n'est pas vrai, tout le monde peut être assassiné, mais il est difficile d'imaginer qu'une personne soit assez malveillante pour ôter délibérément la vie à quelqu'un. Ce qui est arrivé à Locodo n'était pas un meurtre intentionnel. Je ne dis pas cela pour minimiser les faits ou pour absoudre l'auteur, car cette personne a tout de même pris une décision incroyablement irresponsable qui a entraîné la perte d'une vie. N'importe qui parmi nous peut mourir ainsi à tout moment. Ça semble tout simplement plus réaliste, faute d'un meilleur mot, et c'est terrifiant. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te prenne pour cible. Ils n'ont pas besoin d'être une personne sadique qui prendrait plaisir à te torturer. Ils peuvent simplement être une personne ordinaire qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, et cela peut suffire à mettre fin à ta vie. Une femme de 31 ans nommée Ashley a créé un compte Reddit sous le nom de F This Gonna Get Lit en octobre 2019. Elle publiait surtout sur le subreddit Crippling Alcoholism. La plupart de ses publications ayant été supprimées, l'essentiel de son histoire se devine grâce aux commentaires sans haut restants. Comme vous pouvez le deviner d'après le principal subreddit où elle publiait, elle souffrait d'une dépendance à l'alcool depuis un certain temps. Elle a réussi à arrêter de boire à plusieurs reprises,
mais elle a recommencé temporairement après avoir reçu un diagnostic de glioblastome, qui est la forme la plus mortelle de cancer du cerveau, avec seulement 6,9% des patients survivant 5 ans. En novembre, elle a commencé une sorte de traitement expérimental et a dit que son médecin pensait que cela pourrait prolonger sa vie de plusieurs années. Malgré une situation aussi difficile, elle n'a jamais perdu son sens de l'humour et faisait souvent des blagues légères sur ses problèmes d'alcool, son traitement contre le cancer et à quoi elle ressemblerait lorsqu'elle perdrait ses cheveux. Le 11 décembre 2019, Ashley a publié un message intitulé « Opération de main ». La publication elle-même a été supprimée, mais l'opération concernait le cancer et les commentaires semblaient mieux montrer qu'elle se sentait relativement optimiste à ce sujet. Elle avait prévenu que son amie informerait la communauté en cas d'incident. Ashley a en fait modifié la publication pour dire qu'elle avait survécu à l'opération, mais c'était apparemment sa dernière activité sur Reddit. Le lendemain, son amie a publié un message. Malheureusement, ce n'était pas une bonne nouvelle. Voici quelques extraits. Je voulais juste vous informer qu'Ashley est décédée après son opération. Elle n'a pas survécu. Elle a eu un accident vasculaire cérébral et elle est décédée. Elle m'a demandé de poster ici en cas de problème. Elle me l'a dit juste après que je l'ai vue, j'ai écourté mon voyage et je lui ai fait la surprise d'être là pour elle. Je pense qu'elle avait le pressentiment que quelque chose de mauvais allait arriver. Juste après mon départ de l'hôpital, elle a eu un accident vasculaire cérébral. J'ai le cœur brisé et je me sens morte à l'intérieur. J'ai reçu l'appel du médecin il y a quelques heures, puisqu'elle m'avait mise comme contact d'urgence et je pleure encore comme une enfant. Nous savions que sa mort était probable, mais pas si tôt. Elle était une telle lumière. J'espère qu'elle vous a aussi apporté de la lumière pendant son passage ici. Je sais que vous comptiez beaucoup pour elle. Je suis sous le choc en ce moment et les détails ne sont pas mon point fort, mais j'essaierai de publier si j'en apprends plus. Elle voulait vraiment rendre le monde meilleur et maintenant elle n'est plus là. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a pas de famille proche, sa sœur a disparu et je dois organiser les funérailles. C'est le message qu'elle m'a demandé de te transmettre hier au cas où il lui arriverait quelque chose. Vous m'avez donné une raison de vivre, je suis très reconnaissante de m'être connectée à vous tous. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai demandé à Marissa de te transmettre ce message, donc j'espère que tu ne le recevras jamais. Ma vie était difficile et je croyais que personne ne m'aimait, mais vous m'avez prouvé le contraire. Merci pour votre gentillesse, votre empathie et votre absence de jugement. Cela peut sembler cliché, mais j'aime chacune d'entre vous. J'espère sincèrement que je n'aurai pas besoin de publier ceci et que je pourrai vous voir au conseil d'administration Fest proposé en 2020. J'aimerais partager avec vous certaines choses que vous ne saviez peut-être pas sur Ashley. Lorsqu'elle a adopté son chien, il attendait une famille depuis plus d'1 an. Personne ne voulait de lui parce qu'il était très craintif et anxieux. Elle l'a recueilli et il s'est transformé pour le mieux sous ses soins. Elle adorait faire de la pâtisserie et avant de tomber malade, elle avait lancé une petite entreprise de confection et de décoration de gâteaux. Elle adorait faire de la randonnée et récemment, elle s'était remise à la cueillette et à la chasse aux champignons avant de tomber malade. Elle était une grande fan de baseball et je suis tellement heureuse qu'elle ait pu voir ses Nationals gagner la série mondiale. Elle ne jugeait jamais personne, jamais. Elle m'a dit un jour que l'empathie est essentielle et que nous ne savons jamais ce que vit une personne. Donc, nous ne devrions pas la juger à moins d'avoir vécu sa vie. Elle aimait jardiner et avait un adorable petit jardin d'herbes aromatiques dans son arrière-cour qu'elle adorait entretenir. Elle était une geek et l'assumait pleinement. Elle m'a dit qu'elle avait peur de la mort et de ce qui pourrait arriver après. C'est tout pour l'instant. Honnêtement, je suis perdue. Je dois organiser ses funérailles et prendre le temps d'assimiler ce qui s'est passé. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie. Désolée si je me répète, c'est juste difficile à accepter. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Ashley. Vous avez rendu ces derniers mois un peu plus agréables et plaisants malgré les circonstances. Si vous ne le saviez pas, son pseudo était Eftisgona Jetli. J'ai cherché sur Google comment faire un lien sur Reddit, alors envoyez-moi un message si ça n'a pas fonctionné pour que je puisse le corriger. Elle a rechuté après son diagnostic, mais elle s'est reprise en main et était déterminée à rester sobre.
C'était une perle, elle va nous manquer. Désolée de me répandre, je me sens vide en ce moment, excusez ce flot de paroles. Les commentaires regorgeaient de condoléances venant autant des fidèles de l'histoire d'Ashley que de nouveaux venus. Un message a aussi été posté sur le subreddit de la redditrice décédée, je cite « Parfois, je plonge au hasard dans des subreddits et aujourd'hui, je l'ai fait sur l'alcoolisme dévastateur. » Il y a quelques mois, elle a posté qu'elle allait subir une opération, probablement liée à son diagnostic de glioblastome quelques mois auparavant, et elle a même donné son nom complet ainsi qu'une adresse à laquelle les gens pouvaient envoyer des choses. Son dernier commentaire semble avoir été posté juste avant sa chirurgie. Avec la date et son nom, j'ai trouvé sa nécrologie en ligne. Les commentaires sur cette publication ont également apporté quelques détails supplémentaires, notamment que le père d'Ashley est décédé moins d'1 an avant son diagnostic de cancer et que sa mère est décédée peu de temps après. C'est vraiment une histoire déprimante dans l'ensemble. Cependant, de nombreux utilisateurs étaient sceptiques et pensaient que toute cette histoire avait été inventée pour attirer l'attention et que l'amie d'Ashley qui avait informé la communauté de sa mort était en réalité Ashley elle-même qui est toujours en vie. Cela a commencé quand Ashley a partagé son nom et l'hôpital où elle devait être opérée après que des gens lui ont demandé s'ils pouvaient lui envoyer des cartes et des fleurs. Ces livraisons ont été refusées par l'hôpital, apparemment parce que personne portant son nom n'y avait été admis. L'amie d'Ashley a précisé qu'Ashley était résidente à l'hôpital où elle devait être opérée. Suite à un incident impliquant un médecin il y a quelques années, l'hôpital avait arrêté d'inscrire les noms des médecins et résidents dans les dossiers des patients. Il y avait un commentaire sur la publication de la redditrice décédée qui abordait certains des autres doutes que les gens avaient à propos de tout cela. Citation. Je ne trouve pas incroyable que des gens inventent des trucs sur Internet. C'est à peu près la moitié du contenu de tout Internet. Sa nécrologie, en 3 phrases, figure sur un site où chacun peut en créer une, vraie ou non. Seulement 2 personnes ont laissé des commentaires malgré le fait qu'elle avait beaucoup d'amis. Aucune nécrologie d'elle n'existe dans les journaux ou ailleurs. L'hôpital a refusé les livraisons de fleurs pour elle avant l'opération car aucune patiente de ce nom n'avait été admise. Son amie, probablement la même personne, est revenue sur ses propos et a soudainement affirmé que c'était parce qu'Ashley était médecin résidente à l'hôpital universitaire George Washington. Aucune preuve n'indique qu'une Ashley Thompson occupe ce poste là-bas. L'infirmière lui a apporté des sushis. Elle n'aurait pas dû être à jeun avant une chirurgie cérébrale majeure. Elle est déjà de retour sur Reddit seulement 1 heure après une chirurgie cérébrale. Elle parle du cancer comme quelqu'un qui ne connaît rien à la médecine. Je doute qu'une médecin qui cherche à paraître l'anti-médecin en ligne puisse même le faire. Il n'existe tout simplement aucune preuve que la personne qu'elle prétendait être ait jamais existé, et il y a des preuves convaincantes qu'elle n'a pas été hospitalisée à l'hôpital George Washington University, encore moins qu'elle ait subi un accident vasculaire cérébral fatal à la suite de cette hospitalisation non prouvée. C'est aussi vraiment étrange la façon dont son amie, qui a publié la mise à jour, continue de dire qu'elle arrête parce que personne ne la croit et dit au revoir, puis revient quelques heures plus tard pour répéter la même chose. Cela arrive 8 fois. C'est le comportement d'une personne mentalement instable en quête d'attention, pas celui d'une amie en deuil, accomplissant les dernières volontés de quelqu'un. Elle insiste à 6 reprises sur le fait qu'elle est nulle sur Reddit et qu'elle n'y est jamais allée auparavant, mais il est évident qu'elle sait parfaitement comment fonctionne Reddit et qu'elle suit toutes les conventions habituelles du site, ce qui ne serait ni intuitif ni possible pour quelqu'un qui se connecte et fait sa toute première publication. Je ne la connais pas, ni la personne qu'elle dit être, et je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je n'avais jamais entendu parler de son pseudo Reddit jusqu'à il y a 1 heure, mais il ne m'a pas fallu longtemps en lisant pour être convaincu qu'elle était une imposture. Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi croire avec tout ça. Le commentaire présente des arguments convaincants et l'histoire de l'amie d'Ashley sur l'hôpital qui aurait oublié son nom dans les dossiers semble étrange. Surtout quand on considère qu'Ashley a donné son nom et l'adresse de l'hôpital pour que les gens puissent envoyer des cartes.
Si elle y travaillait, elle saurait sûrement qu'il ne pourrait pas les accepter. Cela dit, je ne sais pas comment fonctionnent les hôpitaux. Peut-être que c'est quelque chose de courant. J'ai trouvé la nécrologie en ligne et elle indique qu'elle travaillait à l'hôpital. Il y a aussi 11 photos d'elle qui n'apparaissent nulle part ailleurs quand je fais une recherche d'images inversée. Je ne vois pas pourquoi Ashley aurait donné son nom si elle avait tout inventé. Ce n'aurait probablement pas été son vrai nom dans ce cas, mais les gens vont faire des recherches sur elle et si les détails ne correspondent pas, ils n'y croiront pas. Quoi qu'il en soit, soit une femme est morte d'un cancer, ce qui est tragique, soit elle a simulé la maladie, ce qui est horrible. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires, ainsi que toute suggestion que vous pourriez avoir pour une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un j'aime et de vous abonner. Un immense merci à mes membres Ko-fi et aux membres de la chaîne, dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.